Bonjour et bienvenue dans cette explication visuelle. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va démystifier un moment à la fois magique et, disons-le, très délicat en élevage, l'agnelage. On va suivre un parcours chronologique, étape par étape, pour comprendre exactement ce qui se joue lors de la naissance, en s'appuyant sur de vraies données vétérinaires. C'est un voyage passionnant, alors on y va. Pour commencer, il faut vraiment qu'on s'arrête sur ce chiffre, 60 à 80%. C'est la proportion colossale de la mortalité totale des brebis qui se concentre pile autour de la période de mise bas. Pour mettre ça en perspective, sur un troupeau de 100 brebis, ça représente environ 3 à 6 pertes juste à ce moment-là. Ça fait un chac, non? Mais la super nouvelle, c'est qu'avec les bonnes connaissances, on peut totalement éviter la grande majorité de ces drames. Voici d'ailleurs comment on va structurer les choses pour que tout soit super clair. 1. L'accouchement et la césarienne. 2. Les soins vitaux du nouveau-né. 3. La santé post-opératoire de la mère. Et enfin 4. La gestion des complications sévères. On entame directement le chapitre 1, l'accouchement et la césarienne. Que faire quand la nature a besoin d'un coup de pouce? Imaginez une porte de sortie qui refuse catégoriquement de s'ouvrir. C'est exactement ce qu'on appelle la non-dilatation du col, ou ringworm. Le travail de la mère est complètement bloqué. Et là, la règle absolue, c'est de ne jamais, au grand jamais, forcer le passage. Si on force, on crée des déchirures dites iatrogènes, c'est-à-dire causées par la manipulation elle-même. C'est catastrophique car cela mène inévitablement à l'euthanasie de l'animal. C'est précisément pour ça que la césarienne devient l'intervention chirurgicale qui sauve la vie. Alors, comment ça se passe en pratique au bloc? C'est une procédure en 4 temps. D'abord, on calme l'animal avec une toute petite dose, environ 0,25 ml de xylazine, ou même juste une serviette sur la tête pour réduire son stress. Ensuite, on fait une anesthésie locale en forme de L inversée. Pour la chirurgie, on passe toujours par le flanc gauche. Le vétérinaire va faire une incision en grille, c'est-à-dire qu'il écarte les fibres musculaires au lieu de les couper, ce qui est génial pour la cicatrisation. On suture avec du fil 4 gouttes à l'intérieur et du nylon pour la peau. Et dès que le petit agneau est extrait, hop, on le stimule avec du doxapram pour l'aider à respirer rapidement. Franchement, le grand secret d'une telle opération, ça tient en 2 mots, rapidité et propreté. Évidemment, il y a des gestes médicaux indispensables, comme injecter 10 ml d'un mélange pénicilline-streptomycine directement dans l'abdomen pour éviter les infections. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est d'agir tôt et de garder la zone immaculée. Il ne faut surtout pas qu'un morceau de laine vienne se balader et contaminer l'incision. Passons au chapitre 2. On change de perspective pour se focaliser sur les soins vitaux du nouveau-né dans ses toutes premières heures critiques. Pour l'agneau, la frontière entre la vie et la mort est incroyablement fine à ce stade. Son plus grand ennemi, l'hypothermie. D'un côté, un enclos propre et bien sec, c'est l'environnement de survie idéal. De l'autre, mettez-le dans une litière humide avec des courants d'air et c'est la catastrophe assurée. Tout se joue dans les 6 premières heures de vie. C'est le délai qu'a l'agneau pour produire sa propre chaleur, une capacité qui dépend énormément de son poids de naissance. Et pour qu'il puisse produire cette chaleur, il y a un chiffre magique qu'il faut absolument retenir, 50 ml par kilo. C'est la quantité minimale exacte de colostrum qu'il doit ingérer. Alors oui, il existe de très bons substituts commerciaux, mais on ne va pas se mentir. Rien ne remplace le colostrum de sa propre mère. C'est le repas de survie ultime. Une fois le ventre plein, il faut s'occuper de son talon d'Achille, son nombril. Imaginez le nombril comme la grande porte blindée d'un coffre-fort. Si vous laissez cette porte entrouverte, les bactéries s'engouffrent et c'est l'infection. Oubliez les petits coups de spray antibiotique qui ratent bien souvent leur cible. La vraie technique recommandée, c'est de tremper le nombril en entier dans un gobelet trayeur rempli d'une solution d'iode à base d'alcool concentré à 10%. Ça cautérise le tissu et ça verrouille la porte pour de bon. Chapitre 3. La santé post-opératoire de la mère. C'est le moment de parler de la récupération et de la création du lien. Regardez ça. Une brebis et ses agneaux qui rentrent tranquillement à la ferme après une césarienne réussie. C'est exactement l'objectif final. C'est la belle récompense quand on suit des protocoles médicaux à la lettre. Mais attention, le travail n'est pas complètement fini pour autant. En post-opératoire, la mère a besoin d'une cure de 5 jours de pénicilline et de streptomycine en intramusculaire. Il faut aussi vérifier qu'elle a bien du lait et lui fournir une litière bien chaude. Et voici un détail qui surprend souvent mais qui est vital, faites très attention au seau d'eau. Les agneaux nouveau-nés sont extrêmement maladroits et un simple seau peut littéralement devenir un piège mortel par noyade. Il faut les retirer ou les sécuriser. Ce qui nous amène à notre dernier point, le chapitre 4, la gestion des complications sévères, comment protéger l'ensemble du troupeau. Il y a une vérité un peu dure à entendre en élevage. Si un agneau tombe malade dans ses 2 premières semaines de vie, ce n'est quasiment jamais la faute à pas de chance. C'est en réalité un indicateur très strict que quelque chose a péché dans la gestion. Ça pointe directement vers un problème d'hygiène générale, un raté avec le colostrum, un abri défaillant ou un souci dans la nutrition de la mère. Et en parlant d'indicateurs qui ne trompent pas, regardons les avortements.
Perdre une bête de façon isolée, ça peut arriver, mais si ce taux dépasse la barre des 2%, c'est un énorme signal d'alarme. Franchir ce seuil signifie presque à coup sûr qu'un agent infectieux se propage activement dans le troupeau. Une enquête médicale urgente s'impose alors. Quand on parle d'agents infectieux, les noms sont assez redoutables. Chlamydiose abortive, toxoplasmose, salmonellose, listériose ou encore la fièvre Q. Et le vrai danger ici, c'est que plusieurs de ces maladies sont zoonotiques. Ça veut dire qu'elles peuvent se transmettre directement des moutons à l'être humain. La vigilance doit être absolue. La règle de sécurité est donc simple. On doit considérer tout avortement comme un événement hautement infectieux, tant pour le troupeau que pour nous. Il faut désinfecter les lieux méticuleusement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est vivement déconseillé de ramener un agneau prématuré pour l'élever au biberon ou comme animal de compagnie, les risques sont trop grands. Et bien sûr, la médecine vétérinaire recommande de planifier des vaccinations stratégiques pour protéger le troupeau la saison suivante. En fin de compte, si on devait résumer tout ça, la clé, c'est l'anticipation. Une gestion rigoureuse combinée à une bonne médecine préventive, ce sont de loin vos meilleures bouées de sauvetage face aux défis de la nature. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.